Le matin de Noël, papa s'est levé et a lancé sèchement, « Sors. Payer les factures ne t'achète pas une place dans cette famille. » Maman a sifflé, « Arrête d'envier ta sœur. » J'ai souri, « Alors payez vos propres factures. » Le lendemain matin, papa m'a dénoncé à la police. Quand l'agent a vu les dossiers, il s'est tourné vers papa et a dit 4 mots qui les ont fait paniquer. Le matin de Noël à Cedar Falls paraissait toujours plus joli de loin qu'on ne le ressentait de l'intérieur. Depuis la route, la petite maison en briques de mes parents se trouvait au bout d'une impasse tranquille, un voile de neige adoucissant les gouttières affaissées et les marches fissurées du perron. Le ciel était de ce gris pâle d'hiver qui rend tout plat et immobile. J'ai garé ma voiture dans l'allée familière et j'ai laissé le moteur tourner un instant, regardant mon souffle embuer l'intérieur du pare-brise tandis qu'un nœud se serrait dans ma poitrine. J'étais parti de Columbus avant le lever du soleil. 3 heures d'autoroute vide et de mauvais café, la banquette arrière chargée de sacs cadeaux, d'un panier de pâtisserie d'une boulangerie chic, et des ingrédients pour un petit déjeuner de Noël complet que j'avais planifié dans les moindres détails. Je m'appelle Anna. J'ai 32 ans et je suis directrice de l'innovation produit dans une entreprise de fintech appelée Horizon Pay. Sur le papier, ça a l'air impressionnant. Dans la vie réelle, cela signifie 14 à 16 heures par jour devant des écrans. Et en réunion, y compris la plupart des week-ends, à courir après des échéances et des lancements impossibles. L'argent est très bon, près de 500 000 $ par an si l'on ajoute les bonus et les actions. Mais le prix à payer est que je vis de plats à emporter et de caféine. Et j'ai l'impression que mes épaules sont en pierre. Pendant des années, je me suis dit que tout ce labeur en valait la peine parce que je faisais quelque chose de noble avec une grande partie de ce revenu. Je prenais soin de ma famille. Assise là ce matin-là, le moteur ronronnant, je sentais les 2 parties de ma vie peser sur moi en même temps, le monde policé et sous haute pression d'Horizon Pay, où les gens me serraient la main et me qualifiaient de brillante, et cette petite maison du Midwest. Où je redevenais la fille aînée de Cedar Falls. Au moment où j'ai franchi le seuil, j'ai regardé le manteau de créateur accroché sur le siège passager, les boîtes soigneusement emballées avec du papier métallisé, le sac isotherme contenant du saumon fumé et des fromages importés que mes parents n'achèteraient jamais pour eux-mêmes. Et j'ai essayé de chasser le sentiment de malaise que quelque chose n'allait pas cette année. Puisque vous êtes ici à m'écouter maintenant, je suis curieuse de savoir ce que vous faites en m'écoutant. Êtes-vous en train de plier du linge, de conduire quelque part, peut-être assis avec une tasse de café dans votre cuisine? Quand cela s'est réellement produit, j'étais debout dans la salle à manger de mes parents avec une assiette d'œufs à la main, et mon monde entier était sur le point de basculer. J'ai finalement coupé le moteur, attrapé les lourds sacs cadeaux et suis sorti dans l'air glacial. La neige crissait sous mes bottes alors que je remontais l'allée. À travers la fenêtre du salon, je pouvais voir les lumières du sapin clignoter à un rythme lent, projetant des ombres colorées sur les murs. La couronne sur la porte était la même que celle de mon enfance. Ces baies en plastique un peu plus décolorées chaque année. J'ai calé la boîte de pâtisserie sur ma hanche et j'ai poussé la porte avec mon épaule, lançant un bonjour alors que la chaleur et l'odeur de café et de bacon se précipitaient à ma rencontre. Papa était à sa place habituelle, au bout de la table de la salle à manger, dans une vieille chemise en flanelle et un jean usé, une tasse à la main. La télévision dans le salon était à faible volume, avec des animateurs d'émissions matinales riant de leurs achats de dernière minute. Maman allait et venait entre la cuisine et la table d'un pas habitué, remplissant le jus d'orange et redressant des serviettes qui n'en avaient pas besoin. Papa a levé les yeux quand je suis entré, son regard balayant rapidement les sacs, le manteau et les bottes. Puis il m'a fait un signe de tête. « Tu es arrivée juste à la dernière minute, Anna, dit-il. Nous allions justement commencer sans toi. » J'ai forcé un sourire et je me suis penché pour l'embrasser, sentant à quel point ses épaules étaient raides sous mes mains. J'ai posé les pâtisseries sur le comptoir, j'ai enlevé mon manteau et je suis allé dans la cuisine où maman vérifiait quelque chose dans le four. « Joyeux Noël, maman, ai-je dit, enroulant mes bras autour d'elle par derrière pendant une seconde. Elle sentait le café et la lotion florale qu'elle utilisait depuis que j'étais enfant. Elle a tapoté mes mains, mais ses yeux sont restés sur la poêle qu'elle surveillait. « Tu n'avais pas besoin d'apporter autant, dit-elle. J'ai déjà plein de choses en préparation. » Son ton était léger, mais il y avait une petite pointe. La même pointe que j'entendais de plus en plus ces dernières années. Je lui ai parlé du saumon fumé, des pâtisseries fraîches que j'avais prises dans une boulangerie de Columbus dont les gens au travail ne tarissaient pas d'éloges. Des grains de café spéciaux que j'avais moulus ce matin-là. Elle a hoché la tête, a fait un son évasif et a déplacé la poêle.
Sabrina vient plus tard, ai-je demandé. Le visage de maman s'est un peu éclairci. Elle a dit qu'elle est en route. Elle a travaillé tard sur ce nouveau projet. Tu sais à quel point elle essaie. J'ai ravalé la réplique instinctive qui me venait à la langue. Celle qui disait que moi aussi, je savais ce que c'était que de travailler dur. Au lieu de cela, j'ai apporté la nourriture dans la salle à manger, disposant tout sur la table comme si je mettais en scène un décor. Il y avait déjà des œufs brouillés, du bacon, des pancakes et un bol de salade de fruits. J'ai ajouté mes choses au festin, les belles choses, les extras qui donnaient l'impression d'un brunch d'hôtel plutôt que d'un simple petit déjeuner familial. Papa m'observait pendant que je travaillais, ses yeux suivant chaque plat. Alors, dit-il slowly. Tu viens encore seul cette année? Pas de quelqu'un de spécial dont on devrait être au courant. J'ai tiré ma chaise et je me suis assise. Le travail a été dingue, papa, ai-je dit. Les rencontres n'ont pas vraiment été une priorité, il a reniflé dans son café. Toujours le travail avec toi. Les autres membres de la famille n'étaient pas encore arrivés. Ils devaient passer plus tard pour un plus grand déjeuner. Pour l'instant, nous n'étions que nous trois, le cœur de notre petite tempête. Je me suis versé du café, j'ai pris une grande inspiration et je me suis dit de garder les choses paisibles pendant quelques heures. C'était le matin de Noël. Je pouvais survivre à un petit déjeuner. Nous nous sommes passés les assiettes et les bols, les fourchettes ont gratté. L'horloge au mur faisait tic-tac. La télévision dans la pièce voisine murmurait à propos d'une tempête de neige dans un autre état. Il y a eu de petites bribes de conversation sur le temps, sur la circulation sur l'autoroute, sur un voisin qui avait déménagé. Pendant quelques minutes, tout a presque semblé normal. Puis papa a posé sa fourchette et s'est adossé à sa chaise, de cette manière qu'il avait quand il était sur le point de diriger la conversation là où il le voulait. Alors il a commencé. Ta mère me disait que tu as eu un gros bonus cette année. Mon estomac s'est noué. Oui, l'entreprise a bien marché, ai-je dit prudemment. C'était une bonne année. Il a hoché la tête comme si cela confirmait quelque chose pour lui. C'est bien ce que je pensais. Et pourtant quand ta sœur t'a appelé pour cette idée d'application, tu lui as dit non. C'était ça. Le nœud dans ma poitrine s'est resserré. Papa, ai-je dit, je lui ai dit que je ne pouvais pas simplement lui donner 20 000 $ pour une idée qui n'est pas entièrement formée. Elle n'a pas de plan. Il n'y a pas de développeur, pas d'étude de marché. Il a agité une main comme pour chasser une mouche. C'est toi l'experte, non? Tu peux l'aider. Tu passes tes journées dans ces bureaux luxueux à prendre des décisions pour de grandes entreprises. Tu ne peux pas épargner 20 000 $ pour ta propre sœur. Maman est intervenue doucement, sans me regarder. Elle essaie tellement, Anna. Elle a juste besoin que quelqu'un croie en elle comme ton entreprise croit en toi. J'ai posé ma fourchette et j'ai croisé les doigts sur mes genoux pour qu'ils ne tremblent pas. J'envoie des milliers de dollars chaque mois, ai-je dit, en gardant ma voix égale. Je couvre l'hypothèque. Je paie les assurances. J'ai payé pour des réparations, des factures médicales et de nouveaux appareils électroménagers. Je ne refuse pas mon aide. Je dis que faire un chèque pour une idée vague, ce n'est pas aider. Papa a plissé les yeux. Il avait ce regard que je connaissais depuis l'enfance. Celui qu'il utilisait quand il se sentait défié. Alors tu penses que l'argent que tu envoies signifie que tu peux tout décider maintenant? Payer des factures ne fait pas de toi le chef de cette famille. J'ai senti les mots toucher un point sensible, comme s'il avait appuyé sur un bleu que j'ignorais. Je n'essaie pas d'être le chef, ai-je dit. J'essaie d'être responsable. Tu sais à quoi ça ressemble, dit-il, sa voix s'élevant. On dirait que tu veux être reconnu. Tu veux que tout le monde t'applaudisse parce que tu envoies de l'argent. La famille, ça ne marche pas comme ça. Maman a finalement levé les yeux vers moi, sa bouche formant une ligne mince. Tu as toujours été si compétitive avec ta sœur, dit-elle. Elle n'a pas ce que tu as, Anna. Tu n'as pas besoin de le lui rappeler en la faisant supplier. La chaleur m'est montée au visage. C'était la partie qui remuait toujours le couteau dans la plaie. L'idée que j'étais en quelque sorte fier ou cruel de dire non à des demandes déraisonnables. Tandis que les années de « oui » disparaissaient dans un brouillard que personne ne voulait voir. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai essayé une dernière fois. Je ne suis en compétition avec personne, maman. Je suis épuisé.
Je travaille tous les jours, de longues heures, pour pouvoir prendre soin de moi et continuer à prendre soin de vous. J'ai envoyé près de 400 000 $ au cours des 8 dernières années. J'ai renoncé à des vacances. J'ai reporté l'achat de ma propre maison. J'ai laissé ma vie rétrécir pour que la vôtre soit plus facile. J'ai le droit de dire non parfois. Pendant un instant, il y eut un silence. La télévision bourdonnait dans la pièce voisine. Quelqu'un à l'écran riait d'une blague qui ne nous atteignait pas. Papa a un peu reculé sa chaise. Il m'a regardé avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer, un mélange de colère et de quelque chose comme de la fierté blessée. Puis il s'est levé. Il a posé ses mains sur la table et s'est penché au-dessus de son assiette, sa voix s'est abaissée. Mais d'une manière ou d'une autre, elle portait plus que lorsqu'il l'avait élevée. Dehors, dit-il. Payer les factures ne t'achète pas une place dans cette famille. Les mots sont restés suspendus dans l'air entre nous. Maman a aspiré une bouffée d'air. Mon café a soudain eu un goût de cendre. Mon premier instinct fut l'incrédulité. Je l'ai regardé fixement, attendant la chute qui ne viendrait pas, un signe qu'il ne faisait que se défouler. Mais il est resté là, la mâchoire serrée, les yeux durs, comme s'il avait enfin dit quelque chose qu'il retenait depuis longtemps. Maman n'est pas venue à ma défense. Elle a secoué la tête et a marmonné que je devais arrêter d'envier ma sœur. Que l'argent m'était monté à la tête. Que j'avais oublié ce qui comptait vraiment. Quelque chose en moi. Quelque chose qui avait été étiré à l'extrême pendant des années. A simplement craqué, silencieusement. Pas avec un cri ou une assiette jetée, mais avec une clarté soudaine et froide. D'accord, ai-je dit. Ma voix me semblait étrange à mes propres oreilles. Stable d'une manière que je ne ressentais pas. Alors payez vos propres factures. J'ai repoussé ma chaise lentement, les pieds raclant le parquet usé. Je me suis levé, j'ai lissé le devant de mon pull parce que cela donnait quelque chose à faire à mes mains, et je les ai regardés une dernière fois. Papa était toujours debout, la poitrine se soulevant légèrement. Maman était assise comme une statue, les yeux brillants de larmes de colère. Il n'y avait aucune excuse sur leur visage. Aucune hésitation, aucune lueur de l'amour que j'avais poursuivi avec chaque virement et chaque heure supplémentaire. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte d'entrée. Le couloir sentait le pin du sapin de Noël et la faible odeur de poussière qui avait toujours habité les murs. Mes bottes étaient près du paillasson. Je les ai enfilées lentement, sentant mes doigts tâtonner avec les lacets. Quand je suis sorti, le froid m'a frappé en plein visage, vif et pur. Le ciel était un peu plus lumineux maintenant qu'un soleil d'hiver essayait de percer les nuages. Derrière moi, j'entendais des voix étouffées, mais je ne pouvais pas distinguer les mots, et je ne le voulais pas. J'ai descendu les marches fissurées, j'ai traversé la pelouse inégale et je suis retourné à ma voiture. Ma respiration entrait et sortait par courtes rafales, chacune étant un mélange de douleur et de quelque chose d'autre que je ne pouvais pas encore nommer. Peut-être du soulagement, peut-être du chagrin, peut-être les deux. À l'intérieur de la voiture, j'ai fermé la portière et j'ai laissé le silence m'envelopper. Mon téléphone était dans le porte-gobelet, l'écran s'illuminant d'un texto de Sabrina que je n'ai pas ouvert. Je l'ai pris, je suis allé dans mes contacts, et un par un, j'ai bloqué les numéros de papa, de maman et de ma sœur. Mon pouce a hésité un instant avant de confirmer le dernier. Quand ce fut fait, un étrange calme s'est installé dans ma poitrine. Pour la première fois depuis des années, aucune nouvelle demande n'attendait à l'autre bout de cet appareil. J'ai démarré le moteur, j'ai posé mes mains sur le volant et j'ai regardé la maison dans le rétroviseur, cette petite boîte en briques où j'avais appris ce que la famille était censée être et ce qu'elle était devenue. J'ai passé la première sans regarder la porte d'entrée. À ce moment-là, j'ai honnêtement pensé que le pire était déjà arrivé. Je n'avais aucune idée que dans la journée, mon père appellerait la police contre moi. Mais alors que je quittais l'impasse ce matin-là, quelque chose de plus profond a commencé à se relâcher en moi, quelque chose qui était crispé depuis des années. Le silence à l'intérieur de la voiture semblait étrangement lourd, comme une chambre d'écho de tout ce que j'avais donné et de tout ce que j'avais essayé d'ignorer. J'ai laissé la route me ramener vers Columbus tandis que mon esprit dérivait vers le début, bien avant que je n'ai jamais imaginé être renié au petit déjeuner de Noël. J'ai obtenu mon diplôme de l'Université du Michigan au printemps 2013, j'ai traversé cette scène avec une toque qui tenait à peine en place et un cœur plein d'ambition qui semblait plus grand que mon corps. J'avais décroché un poste de junior dans une petite start-up de fintech à Ann Arbor,
le genre d'endroit où le bureau ressemblait à un entrepôt à moitié rénové, et où tout le monde buvait du café froid bon marché dans des bidons d'1 gallon. J'avais 21 ans, affamé, terrifié et prêt à faire mes preuves. Mes premiers mois ont été un tourbillon de nuits tardives, de sessions de débogage interminables et du frisson de résoudre des problèmes qui ressemblaient à des énigmes que seul moi savais déchiffrer. J'ai travaillé les week-ends, j'ai dormi 2 fois sur le canapé du bureau et j'ai vécu principalement de barres de céréales et de café de distributeurs automatiques. Ce n'était pas glamour, mais ça a allumé quelque chose en moi, quelque chose qui murmurait, tu peux te construire une vraie vie avec ça. En 2016, j'avais déménagé à Columbus pour rejoindre Horizon Pay, qui à l'époque se battait encore pour se faire remarquer sur un marché bondé. J'ai commencé comme analyste produit débutante, heureuse d'avoir un bureau qui ne chancelait pas et une équipe qui parlait en acronyme que je ne pouvais que prétendre comprendre. Je me suis tellement poussé ces premières années qu'en y repensant maintenant, je peux à peine dire où un projet se terminait et où le suivant commençait. À peu près à la même époque, les finances de mes parents ont traversé une période difficile. Papa avait pris sa retraite plus tôt que prévu après une blessure à l'épaule, et les heures de maman à la clinique dentaire fluctuaient. Je me souviens que papa a appelé un soir, sa voix bourrue mais teintée d'embarras alors qu'il parlait de relevés d'hypothèque en retard et de factures médicales qui s'accumulaient. Je lui ai dit que je pouvais aider pendant quelques mois jusqu'à ce que les choses se tassent. C'était le début. Au début, cela semblait être la bonne chose à faire. Je gagnais assez pour m'en sortir, et les aider semblait simple comparé au stress du travail. Puis, l'aide simple s'est transformée. À l'automne 2016, je leur envoyais un montant régulier chaque mois, entre 3800 et 4200 $, pour l'hypothèque, l'assurance auto, les réparations de la maison, les renouvellements d'ordonnances, l'argent pour l'essence, les petites urgences qui survenaient au pire moment. En 2020, lorsque j'ai été promue directrice de l'innovation produit, mon salaire et mes bonus avaient grimpé à près d'1 demi-million de dollars par an. Les gens me félicitaient comme si j'avais gravi une montagne impossible. Mais la vérité, c'est que je ne me sentais pas riche. Je me sentais comme quelqu'un qui essaie de soutenir 2 vies avec une seule paire de mains. Chaque mois, je virais l'argent. Chaque mois, il l'acceptait avec un merci qui devenait de plus en plus court jusqu'à devenir une routine attendue. Presque silencieuse. Au bout de 8 ans, le total avait atteint un peu moins de 400 000 $. Je n'ai jamais tenu de tableur pour ça, je ne l'ai additionné que bien plus tard. J'ai simplement continué à donner parce que je croyais que c'est ce que fait une bonne fille. Je pensais que c'était leur rendre hommage. Je pensais que c'était de la gratitude pour tout ce qu'ils avaient fait quand j'étais plus jeune. Je me suis convaincu que la gentillesse, si elle était donnée assez librement, serait finalement vue et appréciée, qu'elle créerait des liens, qu'elle adoucirait de vieilles blessures dont je n'avais jamais parlé. Mais quelque part en cours de route, ce que je considérais comme de la générosité s'est transformé en obligation à leurs yeux. Le ton a changé, les mots ont changé, les attentes se sont durcies en quelque chose contre lequel je ne savais pas comment me défendre. Selena, 3 ans de moins que moi et toujours la rêveuse de la famille, a été la première à remuer le couteau dans la plaie sans même le vouloir. Chaque fois qu'une facture la stressait, chaque fois que papa se plaignait des réparations de la maison, elle me regardait avec ce rire léger qui lui était propre et disait « C'est toi qui gagnes tout cet argent. Ce n'est pas grand-chose pour toi. » Elle le disait si légèrement, comme si quelques milliers de dollars ici et là étaient des centimes pour moi. Comme si les journées de 16 heures, les vacances manquées et la pression croissante sur mes épaules étaient invisibles, et peut-être qu'elles l'étaient pour elle. Selena avait toujours flotté dans la vie, certaine que quelqu'un la rattraperait. On ne m'avait jamais accordé ce luxe. Il y avait des nuits où j'étais assise à ma table de cuisine à Columbus avec une pile de contenants à emporter repoussée sur le côté, fixant mes relevés bancaires. Non pas parce que j'avais peur de manquer d'argent, mais parce que je voulais avoir le contrôle de quelque chose. Mais même à ce moment-là, quand les chiffres semblaient lourds, je continuais d'envoyer ce dont ils avaient besoin. Je me disais que l'amour se mesurait par le sacrifice. Que porter le fardeau signifiait que j'étais forte. Que être la personne sur qui on peut compter était un honneur, pas un fardeau. En y repensant maintenant, je vois à quel point c'était naïf. Mais à l'époque, ça semblait noble. Ça semblait être un devoir que je devais assumer. Même lorsque les demandes sont passées des besoins au désir, j'ai ravalé mon hésitation. David voulait un camion plus récent parce que l'ancien avait un cliquetis. Maman voulait de l'aide pour remplacer un lave-linge et un sèche-linge parfaitement fonctionnel parce que les offres étaient bonnes ce mois-là.
Obina voulait de l'argent pour une autre entreprise en ligne qu'elle n'a jamais menée à bien. Chaque fois, il le formulait comme une petite chose, quelque chose qui ne ferait qu'une petite entaille dans mes revenus. Tu travailles de si longues heures, disait papa. Tu mérites d'être fier de pouvoir aider. Et je respirais à travers la tension dans ma poitrine et je me disais qu'il avait raison. Les aider me faisait me sentir utile. Cela rendait les charges de travail écrasantes et les nuits blanches moins solitaires, comme si tous mes efforts avaient un but plus grand. Mais la vérité était plus compliquée. La vérité, c'est que je m'étais glissé si profondément dans le rôle de pourvoyeuse que je ne savais pas comment en sortir. Je ne soutenais pas seulement une famille. J'en portais une. Je soutenais des adultes qui étaient capables mais peu disposés à ajuster quoi que ce soit dans leur vie tant que je continuais d'amortir leur chute. Parfois, tard dans la nuit, quand l'appartement était silencieux et que mon ordinateur portable brillait sur le comptoir avec un autre projet en attente d'être terminé, je me demandais quand exactement ils avaient arrêté de me remercier. Quand le soutien s'était transformé en attente, quand mes contributions étaient devenues invisibles. Je ne me laissais pas y penser longtemps. Cela me semblait ingrat de le remettre en question. Faux, d'une certaine manière. La première fois que j'ai dit que je ne pouvais pas aider pour quelque chose, even to be eventually did, maman a soupiré comme si je l'avais déçue à un niveau plus profond que les mots. Et Sabrina, avec cette condescendance douce, presque sucrée, avait dit, tu gagnes tellement plus que nous tous. Pourquoi t'inquiéterais-tu de ça? J'ai entendu la vérité non dite en dessous. Que mes gains n'étaient pas les miens, que ce pourquoi je travaillais leur appartenait d'abord. Que ma vie, aussi exigeante qu'elle soit, existait pour rendre la leur confortable. Les années se sont estompées, un virement après l'autre, jusqu'à ce que je reconnaisse à peine la version de moi-même qui croyait autrefois qu'ils apprécieraient les sacrifices que je faisais. Je n'arrêtais pas de me dire que la vie a ses saisons. Peut-être que les choses changeraient et qu'ils se reprendraient en main. Peut-être que nous pourrions être une famille où l'amour allait dans les deux sens. Mais au fond de moi, je pense que je savais. Je pense que je savais que c'était moi qui tenais tout ensemble. Et que si jamais j'arrêtais, même pour un instant, tout se fissurerait. Et c'est peut-être pour ça que le silence dans la voiture ce matin-là semblait plus lourd que d'habitude. C'est peut-être pour ça que la piqûre d'être renvoyé s'est installée si vivement dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement les mots. C'étaient les années derrière eux, les années où j'ai essayé de gagner une place dans une famille qui avait déjà décidé de mon rôle pour moi. Quelque part sur l'autoroute ce matin de Noël, avec la neige commençant à dériver sur les voies et mon téléphone heureusement silencieux pour la première fois depuis des lustres, je me suis enfin autorisé à me demander ce qui se passerait si j'arrêtais de porter le poids. Je ne savais pas alors que j'allais bientôt le découvrir d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Cette seule pensée m'est restée alors que je retournais vers Columbus. La route s'étirait, silencieuse et pâle sous le ciel d'hiver. Quelque chose en moi était agité. De la même manière qu'une pièce se sent après que quelqu'un a claqué une porte. Cela m'a ramené à un autre malaise. Un qui avait commencé près de 2 ans plus tôt, bien avant que le matin de Noël n'explose comme il l'a fait. Au début de 2022, papa a commencé à m'envoyer des textos avec une sorte d'urgence qu'il n'avait jamais utilisée auparavant. Les premiers messages étaient simples. Le chauffe-eau est fichu. Le toit fuit à nouveau. Le camion a besoin d'une nouvelle transmission. Chaque demande arrivait avec un ton qui suggérait qu'un désastre frapperait si je n'agissais pas immédiatement. Je me souviens d'être assise à mon bureau chez Horizon P pendant l'une de ces interminables réunions de stratégie, regardant mon téléphone pour voir le message de papa sur un problème de chaudière suivi de l'assurance de maman que papa essayait seulement de sécuriser notre avenir. Elle m'a dit qu'il planifiait à l'avance pour que la famille soit stable. Ces mots enveloppaient la pression dans un tissu doux, mais la pression était toujours la même. Mais quelque chose dans le rythme de ces demandes a commencé à me sembler étrange. Elles arrivaient trop rapprochées. Chacune plus chère que la précédente. Chacune présentée comme une crise que seul moi pouvais résoudre. Pourtant, j'ai repoussé ce sentiment. C'était plus facile que de questionner des motivations que je ne voulais pas examiner. Puis un dimanche après-midi, à l'automne de la même année, je suis allé à Cedar Falls pour une courte visite. J'avais apporté des courses, de nouvelles chaussures de course pour maman, et une boîte à outils pour papa parce qu'il avait mentionné vouloir réparer la rampe du Porsche arrière. Je l'ai trouvé dans le salon, assis dans son fauteuil inclinable, son téléphone légèrement incliné loin de moi. Il n'avait jamais été secret avec son téléphone, donc l'angle a attiré mon attention,
mais j'ai essayé de ne pas trop y lire. J'ai posé les courses sur le comptoir, je suis revenu dans la pièce et j'ai demandé comment avançait le Porsche. En bougeant dans le fauteuil, le téléphone a glissé une seconde, tournant son écran vers moi. J'ai aperçu un email en haut de sa boîte de réception. Il y avait des lettres en gras qui disaient quelque chose comme « Contribution d'investissement confirmée » et une chaîne de chiffres en dessous. Cela a clignoté dans ma vue pendant à peine un battement de cœur avant qu'il ne saisisse le téléphone et le rapproche de sa poitrine, comme un adolescent surpris en train de cacher quelque chose. « Ce ne sont pas tes affaires », a-t-il lancé sans me regarder. Sa voix avait une pointe défensive que j'avais rarement entendue de sa part. J'ai reculé un peu, les mains levées, plus confuse qu'en colère. J'ai dit que je n'essayais pas de m'immiscer, que l'email avait juste flashé devant moi. Il a marmonné quelque chose dans sa barbe et s'est levé, quittant complètement la pièce. Maman est passée à côté de moi une minute plus tard avec du linge plié dans ses bras, disant doucement qu'il travaillait sur quelque chose de grand et que je devais lui faire confiance. Elle a dit qu'il préparait l'avenir de la famille et que c'était bon pour nous tous. Le malaise dans mon estomac s'est un peu tordu. Je lui ai demandé dans quoi il investissait. Elle m'a fait un sourire doux et a dit que papa savait ce qu'il faisait, que je devrais avoir plus de foi et arrêter de m'inquiéter. J'ai failli rire de l'ironie d'entendre qu'il fallait que j'arrête de m'inquiéter alors que c'était moi qui finançais la majeure partie de leur stabilité, mais je l'ai ravalé et je l'ai aidé à plier des serviettes à la place. Plus tard dans la soirée, Sabrina est passée, vêtue d'un pull rouge vif et parlant à toute vitesse d'une nouvelle opportunité dont elle avait entendu papa parler. Elle a dit que papa exploitait enfin son génie, que les gens n'avancent jamais en jouant la sécurité. Elle a appelé ça une fenêtre d'opportunité unique et a dit que c'était inspirant de le voir prendre des risques. Puis elle m'a regardé directement et m'a dit que si je me détendais et que je soutenais papa comme une bonne fille devrait le faire, au lieu d'agir comme une calculatrice ambulante, je pourrais comprendre l'excitation. Je l'ai regardé fixement, sentant une lente brûlure s'accumuler derrière mes côtes. Je lui ai demandé ce qu'elle savait de l'investissement. Elle a haussé les épaules et a dit que papa lui avait dit que les retours étaient énormes s'il pouvait juste obtenir suffisamment de contributions initiales d'un petit cercle de personnes. Elle a dit qu'il avait le genre d'esprit pour ça que je n'avais jamais apprécié parce que j'étais trop rigide. Rigide, calculatrice ambulante, pas assez solidaire. Je suis retourné à Columbus cette nuit-là, repassant ces mots encore et encore. Quelque chose dans son ton avait semblé presque répété, comme si elle répétait des répliques que quelqu'un l'avait convaincu être vraies. Cela m'a perturbé plus que je ne voulais l'admettre. Au cours des mois suivants, les demandes de papa ont continué. Il avait besoin de 3 000 $ de plus pour des réparations imprévues. Puis 5 000 de plus pour des frais médicaux, même si l'assurance de maman venait d'être renouvelée. Puis un virement pour ce qu'il a appelé une situation urgente. Chaque fois que je posais des questions, il devenait cassant avec moi. Quand je ralentissais ne serait-ce qu'un peu, maman appelait pour apaiser les choses et disait qu'il était simplement stressé d'essayer de construire quelque chose qui nous soutiendrait tous. À ce moment-là, j'avais suffisamment appris grâce à mon travail dans la fintech pour reconnaître les schémas. De l'argent qui disparaît sans reçu ni explication, une urgence soudaine, une dépendance, un évitement face aux questions. Mais c'est différent quand les signes avant-coureurs sont attachés aux personnes qui vous ont élevé. Il semble mal de les étiqueter comme vous analyseriez le comportement d'un étranger. Cela semble déloyal. Alors, j'ai évité la vérité plus longtemps que je n'aurais dû. Le tournant est arrivé cet hiver-là, quelques semaines avant Noël. J'étais assise à mon îlot de cuisine à Columbus, mangeant un dîner tardif de nouilles froides après une journée de 14 heures, quand papa m'a envoyé un texto après 23 heures. Il a dit qu'il avait besoin de 6 000 $ pour un problème pressant. Il n'a pas expliqué quel était le problème. Il a juste dit qu'il en avait besoin dans les 24 heures. Puis une minute plus tard, maman a écrit qu'il faisait tout ça pour l'avenir et que je devrais être fier. Fier. Les mots m'ont collé à la peau comme une bardane. J'ai envoyé le virement parce que j'étais trop fatigué pour me battre. Mais je ne pouvais pas chasser l'image de cet email sur son téléphone. Les mots brillants sur une contribution d'investissement qui, insistait-il, n'étaient pas mes affaires. Petit à petit, j'ai commencé à suivre les dates de ces demandes. Pas les montants, pas les totaux, juste le schéma. Et en regardant les dates alignées les unes après les autres, une réalisation silencieuse a commencé à faire surface. L'argent que j'envoyais chaque mois ne semblait pas aller à l'hypothèque, au toit, au camion ou aux factures médicales.
Le timing n'avait aucune corrélation avec quoi que ce soit que je pouvais identifier. Il ne correspondait qu'à ses urgences vagues et à son secret croissant. Je me sentais idiote rien que d'y penser. Mais je devais admettre à moi-même que l'argent pouvait aller quelque part sur lequel je n'avais aucun contrôle ni aucune connaissance, quelque part de risqué, quelque part de dangereux. Et pourtant, je n'avais toujours aucune preuve, aucun reçu, aucune explication, seulement le sentiment que quelque chose n'allait pas. Je me suis dit que les familles traversent des phases compliquées. Je me suis dit que le stress fait agir les gens bizarrement. Je me suis dit que papa avait gagné le droit de faire ses propres choix, même si je ne les comprenais pas. Mais la vérité était plus forte que toutes ces excuses. J'envoyais des milliers de dollars chaque mois, et je ne savais pas à quoi ils servaient. Je soutenais un foyer qui ne me disait pas la vérité. Cette réalisation m'a accompagné lors de mes longs trajets, lors de mes nuits tardives au travail, les matins où j'ouvrais mon application bancaire avant même de m'être brossé les dents. Elle a approfondi le malaise en quelque chose de plus solide, quelque chose qui murmurait un avertissement au fond de mon esprit, même quand j'essayais de l'ignorer. Au moment où le matin de Noël est arrivé, je sentais déjà que quelque chose changeait sous la surface de notre famille. Je ne savais tout simplement pas à quel point tout était sur le point de se briser. J'ai porté cette prise de conscience avec moi jusqu'à l'automne 2024, lorsque les feuilles à Cedar Falls ont commencé à prendre cette couleur orange brûlé profond qui donnait toujours à toute la ville l'impression d'être plus calme qu'elle ne l'était réellement. À ce moment-là, la tension dans ma poitrine était devenue une compagne constante. Quelque chose que je ressentais même dans mon bureau chez Horizon Paix, lorsque j'étais entouré de tableaux blancs et de prototypes au lieu des problèmes de ma famille. Je n'arrêtais pas de me dire que j'exagérais, que peut-être papa planifiait vraiment quelque chose pour l'avenir. Mais en vérité, je me préparais à ce qui allait suivre. C'est arrivé un samedi de fin septembre. J'étais allé à Cedar Falls pour une courte visite, principalement parce que la culpabilité me tiraillait encore même quand j'essayais de l'ignorer. En arrivant dans l'allée, j'ai vu papa assis sur le porche avec Raymond Cole, notre voisin de 2 maisons plus loin. Raymond était un homme d'une 60aine d'années qui avait enseigné la biologie au lycée local pendant des décennies avant de prendre sa retraite. Il avait toujours été amical avec moi, aidant à déneiger notre allée quand j'étais enfant, me tendant de la limonade en été. Le voir assis si près de papa avec un air sérieux m'a fait ralentir le pas. Alors que je m'approchais d'eux, David se penchait avec le même ton empressé qu'il utilisait chaque fois qu'il parlait de quelque chose qui, selon lui, allait changer sa vie. Il montrait quelque chose à Raymond sur son téléphone. Raymond avait l'air mal à l'aise mais curieux. De la manière dont les gens regardent quand ils veulent l'espoir plus que la prudence. Papa ne m'a pas remarqué au début. Il disait quelque chose sur le triplement des rendements en 60 jours et sur les fenêtres d'investissement précoces qui se fermaient bientôt. Mon estomac s'est noué. Je me suis approché et j'ai demandé ce qui se passait. Papa m'a lancé un regard irrité, comme si j'avais interrompu quelque chose d'important. Il a dit qu'il discutait d'une opportunité avec Raymond, quelque chose qui pourrait enfin donner à la famille un coussin financier. Raymond m'a offert un sourire poli, mais il semblait forcé. Il a dit que papa lui avait parlé d'un nouveau groupe d'investissement avec un potentiel de croissance incroyable. Il a dit qu'il envisageait de mettre une partie de ses économies dedans. Je lui ai demandé combien il envisageait et il a dit environ 8 000 $. Le chiffre m'a coupé le souffle. J'ai demandé à papa comment il connaissait ce groupe, qui vérifiait les projections, quelle plateforme ils utilisaient, s'ils étaient enregistrés auprès d'un organisme de surveillance. Il m'a balayé et a dit à Raymond de ne pas s'inquiéter, disant que mon travail me rendait trop prudente et que je ne comprenais pas comment la richesse se créait en dehors des murs de l'entreprise. Il a même eu un petit rire, comme si j'étais dramatique. Le rire m'a piqué plus qu'il n'aurait dû. Plus tard dans l'après-midi, j'ai trouvé maman dans la cuisine en train de remuer une marmite de chili. J'ai dit que les systèmes promettant des rendements triplés en 60 jours étaient presque toujours frauduleux. Elle m'a à peine regardé, disant seulement que papa savait ce qu'il faisait et qu'il faisait des recherches là-dessus depuis des mois. J'ai demandé quel genre de recherche. Elle a fait une pause juste assez longue pour montrer qu'elle ne savait pas, puis a dit que je ne devais pas saper sa confiance. J'ai insisté un peu plus, lui disant que des gens se faisaient arnaquer tous les jours, que ce n'était pas seulement risqué, mais illégal dans certains cas. Elle a arrêté de remuer et s'est tournée vers moi avec un regard que je n'avais pas vu depuis mon adolescence. Elle m'a dit sèchement de ne pas gâcher quelque chose de bien pour papa et qu'il se sentait enfin excité par l'avenir. J'ai senti ma gorge se serrer.
Je lui ai demandé si elle savait même d'où venait l'argent qu'il investissait. Sa seule réponse fut que c'était une affaire de famille et que je devais lui faire confiance. Confiance, ce mot encore. Il semblait déplacé dans une conversation où personne ne me disait la vérité. Avant que je ne parte ce soir-là, Sabrina est passée avec un grand sourire, appuyée contre le comptoir comme si elle était l'animatrice d'une émission financière. Elle a dit que papa lui avait fait part de ses plans et qu'il avait un esprit brillant pour repérer les opportunités. Elle a dit que j'essayais de lui couper les ailes parce que j'étais jalouse de la proximité qu'ils avaient développée grâce à ce projet. Je lui ai demandé si elle savait quelque chose sur la structure de l'investissement. Elle a dit non, mais que les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Elle a dit que les gens qui pensent petit ratent la vague. Je suis retourné à Columbus avec un sentiment lourd, un sentiment qui s'est approfondi à chaque kilomètre parcouru. Je voulais tellement croire que papa courait simplement après quelque chose d'optimiste, mais l'espoir n'efface pas les mathématiques. Et rien dans tout cela ne semblait réel. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de Raymond. Sa voix tremblait légèrement. Il a dit qu'il avait mis les $8 000 et qu'il ne pouvait plus accéder au portail des investisseurs. Il m'a demandé si j'avais une minute pour regarder quelque chose. J'ai posé mon ordinateur portable sur l'îlot de la cuisine pendant qu'il parlait. Il m'a transféré des captures d'écran. Mon cœur s'est serré. C'étaient des signes classiques d'une opération frauduleuse. Aucune divulgation, aucune documentation légale, aucune information de contact au-delà d'une adresse email générique. Les rendements projetés étaient des chiffres qu'aucun investissement légitime ne promettrait. Je lui ai dit de contacter immédiatement l'unité des crimes économiques. Il a hésité, ne voulant pas mettre papa dans l'embarras. Je lui ai dit que ce n'était pas à propos de papa, mais de la protection de ses économies. Le lendemain, il a déposé un rapport. Une semaine plus tard, un enquêteur de l'unité des crimes économiques m'a appelé pour me demander si j'étais au courant de toute activité financière impliquant ma famille. Le ton était formel mais inquisiteur. Je lui ai dit que j'en savais juste assez pour être inquiète. Il a dit que le rapport mentionnait le nom de papa comme quelqu'un qui avait encouragé l'investissement. Ils ouvraient une enquête mais manquaient de données suffisantes pour avancer. Ils avaient besoin de plus de preuves. Il m'a demandé si je les préviendrais si je trouvais quelque chose d'inhabituel. J'ai dit oui, même si cet accord me laissait un sentiment de malaise. J'ai raccroché et je suis resté assise en silence à ma table de cuisine. C'était le premier moment où je me suis autorisé à admettre ce que j'avais évité. L'argent que j'envoyais depuis 8 ans n'allait pas là où je le pensais. Et papa n'investissait pas seulement, il recrutait. Je suis allé à Cedar Falls le week-end suivant, espérant parler calmement à maman, espérant qu'elle verrait ce qui se passait. Je me suis assise en face d'elle dans le salon, lui racontant tout ce que j'avais appris de Raymond. Lui disant que la police était maintenant impliquée. Elle a croisé les bras et a dit que Raymond avait mal compris. Elle a dit que papa avait tout sous contrôle. Quand j'ai dit que les unités de police n'ouvrent pas d'enquête sans raison, sa voix s'est tendue. Elle m'a dit que papa essayait de construire quelque chose de significatif et que je devais arrêter de le saboter. Elle a dit que j'étais la négative, celle qui doutait toujours d'eux. J'ai senti quelque chose se fissurer un peu dans ma poitrine. Je lui ai dit que j'étais inquiète que cela puisse entraîner toute la famille vers le bas. Elle a détourné le regard et a dit qu'il était temps que j'arrête d'agir comme la seule adulte responsable de la maison. C'était ça. L'illusion que j'avais portée pendant des années s'est brisée en 7 secondes. Sur le chemin du retour cette nuit-là, l'autoroute semblait plus sombre que d'habitude. Le genre d'obscurité qui reflète ce que vous ne voulez pas voir. Je n'arrêtais pas de tout rejouer. Le secret, les évasions, la façon dont maman et Sabrina le défendaient sans comprendre un seul détail. La façon dont papa réagissait quand je posais des questions. La façon dont la voix de Raymond tremblait quand il m'a dit qu'il avait perdu ses économies. Pour la première fois, je n'étais pas seulement mal à l'aise. J'avais peur. Peur d'avoir alimenté quelque chose de bien plus grand qu'un malentendu familial. Peur d'avoir financé à mon insu un désastre. Au moment où Columbus est apparu, j'ai finalement admis la vérité à moi-même. Je n'avais pas seulement soutenu mes parents. J'avais entretenu une imprudence qui menaçait de nous engloutir tous. Et maintenant, avec les enquêtes qui bougeaient, les voisins qui perdaient de l'argent et papa qui entraînait plus de gens, je pouvais le sentir prendre de la vitesse. La peur s'est installée plus profondément en moi alors que je me garais dans mon allée cette nuit-là.
Elle est restée avec moi tout l'automne, à travers les premières neiges à Columbus, à travers les réunions sans fin chez Horizon Paix, où mon esprit dérivait encore et encore vers Cedar Falls. À l'approche de Noël, j'avais l'impression de retenir ma respiration sans savoir pourquoi. Pourtant, je me disais que je pouvais gérer un petit déjeuner de vacances. Je pouvais me présenter, apporter des cadeaux, maintenir la paix et m'en sortir comme je l'avais toujours fait. Je me suis accroché à cette pensée même si quelque chose dans mes tripes m'avertissait déjà que rien dans ce Noël ne serait normal. Je me suis réveillé tôt le matin de Noël, avant même que le ciel ne laisse entrevoir l'aube. Je me suis déplacé dans mon appartement, rangeant des choses sur la banquette arrière de ma voiture. Il y avait des boîtes emballées avec du ruban doré, un panier contenant du saumon fumé et des pâtisseries fraîches, des bouteilles de sirop d'érable d'une petite boutique de Columbus, et un pull en laine douce que j'avais choisi pour maman début décembre. Je voulais que la matinée soit chaleureuse, même si l'année qui la précédée avait été tout sauf ça. Le trajet jusqu'à Cedar Falls m'a semblé plus long que d'habitude. La neige bordait les routes en épais bancs blancs, et l'air extérieur avait ce genre de froid qui rend tout cassant. Quand je suis entré dans le quartier de mes parents, les lumières de Noël sur les maisons brillaient faiblement à travers la brume de givre. Je me suis garé au même endroit que chaque année depuis l'université, j'ai attrapé les cadeaux et j'ai marché vers les marches du perron, me sentant à la fois épuisé et étrangement pleine d'espoir. À l'intérieur, la maison sentait le bacon et la cannelle. Le sapin dans le salon clignotait doucement, et de la musique de Noël jouait à faible volume depuis la cuisine. Pendant quelques minutes, tout a presque semblé normal alors que je déballais les pâtisseries et les posais sur la table. Maman m'a remercié distraitement en ajustant une assiette de pancakes. David était assis au bout de la table avec son café, me regardant comme s'il attendait quelque chose. J'ai essayé d'ignorer la façon dont mon pouce est accéléré quand je l'ai regardé. Puis Sabrina est entrée par la porte d'entrée, tapant la neige de ses bottes. Elle a embrassé maman sur la joue, a serré papa dans ses bras et m'a jeté un coup d'œil avec un sourire trop vif pour l'heure. Elle tenait un dossier à la main, les bords hérissés d'onglets colorés. « Timing parfait », dit-elle. « Je veux vous montrer quelque chose à tous les deux. » J'ai senti une lassitude familière monter de quelque part au fond de moi. Elle a posé le dossier sur la table de la salle à manger, l'a ouvert avec un geste théâtral et a annoncé qu'elle avait préparé un pitch deck pour son application de fitness. Elle avait choisi un nom, conçu un logo et tapé une description en police grasse. Il y avait des captures d'écran de maquettes qu'elle avait construites à l'aide d'un modèle en ligne gratuit. Elle parlait vite, expliquant sa vision comme si elle était déjà en train de percer sur le marché. Adam s'est penché en avant, gonflé de fierté. « Voilà ce dont je parle », dit-il. « C'est un vrai potentiel. Ta sœur poursuit quelque chose de significatif. Elle a juste besoin de quelqu'un pour la soutenir. » Puis ses yeux se sont tournés vers moi, fixes et pleins d'attente. J'ai ouvert le dossier et j'ai parcouru quelques pages. L'application n'avait pas de public défini. Le modèle de revenu était au mieux un vœu pieux. L'étude de marché était un seul paragraphe copié d'un blog de bien-être. J'ai posé le dossier doucement. « Sabrina », ai-je dit, « c'est un début, mais ce n'est pas prêt pour un investissement. Il n'y a pas de plan ici, pas d'équipe de développement, pas de calendrier, pas de budget. Tu ne peux pas demander 20 000 $ sans même les bases. » Son expression s'est durcie. « Alors, tu dis encore non. » J'ai expiré lentement. « Je dis que tu as besoin de plus de préparation. Je ne finance pas quelque chose qui n'est pas construit. Tu dois d'abord faire le travail. » À ma grande surprise, c'est papa qui a réagi le premier. Sa tasse de café a heurté la table assez fort pour faire déborder du liquide sur les côtés. Il m'a fusillé du regard comme si je l'avais insulté, pas Sabrina. « Tu recommences, dit-il. Tu tues ses rêves parce que tu penses mieux savoir. Tu es assise dans ton bureau chic et tu décides qui réussit et qui échoue. Les familles sont censées se soutenir mutuellement. » J'ai gardé ma voix calme. Je soutiens cette famille depuis 8 ans. J'ai donné tout ce que vous avez demandé, mais ce n'est pas un plan d'affaires. C'est une ébauche. Le visage de papa s'est empourpré. Il s'est penché en avant, une chaleur émanant de lui. Tu penses qu'envoyer de l'argent signifie que tu peux nous contrôler? Tu empêches ta sœur de se construire un avenir. C'est ce que tu fais. Maman a levé les yeux de la cuisinière juste assez longtemps pour ajouter, elle travaille si dur. Anna, tu ne devrais pas la faire se sentir petite. J'ai cligné des yeux fortement.
L'affaire se sentir petite. L'ironie m'a piqué si vivement que je l'ai senti derrière mes yeux. Je me suis rappelé de rester calme. Papa m'a pointé du doigt. Donne-lui simplement 20 000 $. Tu peux te le permettre. Tu gagnes plus en un mois que ce que nous gagnons en une demi-année. Arrête de faire comme si ça te faisait mal. La frustration, le ressentiment enfoui, l'épuisement de années de dons constants sont montés d'un seul coup. Je l'ai senti comme une marée qui arrachait quelque chose en moi. Ma voix n'a que légèrement vacillé quand j'ai dit « J'ai déjà trop donné. Je suis fatigué, papa. Je ne peux pas continuer à faire ça. J'ai besoin que vous vous teniez sur vos propres pieds. » Le silence a frappé la pièce comme un courant d'air froid d'une porte ouverte. Papa m'a regardé avec une intensité que je n'avais vue que quelques fois dans ma vie. Quelque chose dans son expression s'est durci. Il s'est levé lentement, les paumes à plat sur la table, ses yeux plissés d'une manière qui a immobilisé tout mon corps. « Dehors, dit-il. Payer les factures ne t'achète pas une place dans cette famille. » Maman a eu un léger hoquet. Sabrina a semblé confuse une demi-seconde puis a détourné le regard. J'ai regardé papa, essayant de comprendre s'il était sérieux, mais il n'a pas bougé, n'a pas cligné des yeux, ne s'est pas adouci. Quelque chose en moi s'est fissuré. Pas bruyamment, pas de façon spectaculaire, silencieusement, comme de la glace mince qui cède sous votre pied. D'accord, ai-je dit. Je comprends. J'ai repoussé ma chaise. Mes jambes semblaient étrangement stables, même si je savais que quelque chose se brisait en moi. Je suis allé dans le salon, j'ai pris mon manteau sur le bras du canapé et je l'ai enfilé avec des mouvements prudents. Je sentais le poids du silence derrière moi. Personne n'a suivi. Personne n'a appelé mon nom. Je suis passé devant le sapin de Noël, devant la guirlande que maman avait accrochée au-dessus de la porte, devant les photos qui tapissaient les murs du couloir. Toutes les petites pièces qui signifiaient autrefois la maison. Dehors, l'air d'hiver m'a frappé le visage comme un avertissement. Ma respiration sortait en bouffées blanches. Mes bottes crissaient sur la neige alors que je traversais la cour. Je pouvais sentir mon cœur battre au bout de mes doigts. Quand j'ai atteint ma voiture, je n'ai pas pleuré. Je me suis assise derrière le volant, j'ai fixé la maison pendant un long moment et j'ai ressenti deux sensations opposées à la fois. Mon cœur se brisait, et sous la douleur se trouvait une légèreté que je ne reconnaissais pas, un étrange et mince ruban de soulagement. J'avais atteint ma limite. J'avais finalement dit non. Alors que je sortais de l'allée en marche arrière, la maison a rétréci dans mon rétroviseur jusqu'à disparaître derrière une rangée de grands pins. Personne n'est sorti de la porte. Personne n'a fait signe. Personne n'a essayé. La route devant moi semblait froide et inconnue. Mais elle était à moi. Je me suis éloigné de Cedar Falls les mains tremblantes, ne réalisant pas que le silence de ma famille n'était pas la fin de l'histoire. C'était seulement le début des retombées qui allaient suivre. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Après être rentré à Columbus, j'ai pris une douche, préparé un thé que je n'ai pas bu, et je me suis assise sur mon canapé avec une couverture sur les épaules pendant que la ville dehors devenait silencieuse. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais papa à table, ses mains à plat sur le bois, sa voix me disant de sortir. Vers 3 heures du matin, j'ai dû m'assoupir car la chose suivante dont je me souviens est de me réveiller au son de mon téléphone qui vibrait sur la table basse. La lumière qui passait à travers les stores était faible et grise. J'ai cligné des yeux, j'ai attrapé le téléphone et j'ai vu un numéro inconnu. Pendant une seconde, j'ai presque laissé aller à la messagerie vocale. Quelque chose dans ma poitrine m'a dit « Réponds ». Alors, je l'ai fait. Une voix masculine calme s'est présentée comme l'officier Grant Holloway de l'unité des crimes économiques de l'Indiana. Il a dit qu'il appelait pour vérifier un rapport qui avait été déposé concernant un soutien financier familial et une possible négligence envers des parents âgés. Au début, les mots n'ont pas fait leur chemin. Ils flottaient là, comme s'ils parlaient une langue que je n'avais pas apprise. Puis mon cerveau a rattrapé son retard. Je me suis redressé, mon cœur battant la chamade. Je lui ai demandé lentement qui avait déposé le rapport. Il y a eu une brève pause. Puis il a dit que mon père, Robert Mercer, avait contacté la police locale, qui avait ensuite transmis des informations concernant une potentielle exploitation financière. Pendant un moment, j'ai sincèrement pensé qu'il s'était trompé. J'ai laissé échapper un rire tremblant qui sonnait faux à mes propres oreilles et je lui ai dit qu'il devait y avoir une erreur.
Il a dit qu'il comprenait que cela puisse être bouleversant et qu'il ne m'accusait de rien, qu'il ne faisait que suivre le protocole. Il avait besoin d'entendre ma version et de voir toute information pertinente. Il m'a demandé si je pouvais venir cet après-midi, car j'étais répertorié comme vivant à Columbus et ce serait plus facile à coordonner avec mon emploi du temps. J'ai accepté parce que pouvais-je faire d'autre? Quand j'ai raccroché, la pièce semblait inclinée. Je suis resté assise là, fixant l'écran de télévision vide, mon téléphone toujours à la main, le mot exploitation résonnant dans ma tête. Papa ne m'avait pas seulement dit de partir, il m'avait transformé en suspecte dans une histoire qu'il racontait aux autorités. Il avait pris tout ce que j'avais fait pour eux et l'avait tordu en quelque chose de laid. Il a fallu quelques minutes avant que mon cerveau ne se mette complètement en marche. Quand il l'a fait, il est passé directement en mode travail. Je me suis levé, j'ai posé le téléphone et je suis allé à mon bureau à domicile. J'ai ouvert mon ordinateur portable, me connectant à mes comptes bancaires, à mes emails, à mon stockage en nuage. S'ils voulaient des dossiers, je leur donnerais des dossiers. Pendant les 2 heures suivantes, j'ai sorti des relevés, mois après mois, de virements de moi à mes parents, des paiements d'hypothèque que j'avais mis en place depuis mes comptes directement à leurs prêteurs, des transactions pour les services publics, les primes d'assurance, les notes de voiture. Des virements individuels étiquetés comme aide, santé ou urgence. Je les ai sauvegardés dans un dossier, puis dans une deuxième sauvegarde, en imprimant certains parce que le papier dans un dossier parle parfois plus fort qu'un écran. J'ai fait défiler 8 ans de messages, des fils de discussion où papa avait demandé de l'argent, des notes de maman me disant qu'il était stressé, de petits merci qui se sont raréfiés avec le temps. J'ai signalé ceux qui montraient les montants et les raisons. Il y en avait tellement. Les regarder tous ensemble comme ça m'a serré la gorge. J'ai laissé de côté les messages où j'avais essayé de les avertir de l'investissement. J'avais le sentiment que cela apparaîtrait d'une autre manière. En début d'après-midi, j'étais assise dans une petite salle d'interrogatoire sans fenêtre dans un commissariat du centre-ville, un dossier en manie sur la table devant moi. Les murs étaient peints d'un beige fatigué, et l'air sentait légèrement le café et le papier. L'officier Holloway est entré avec une tablette et un bloc-notes. Il avait la quarantaine, ses cheveux foncés grisonnaient près de ses tempes, son attitude était stable d'une manière qui me rendait à la fois nerveuse et un peu plus en sécurité. Il s'est présenté à nouveau, m'a remercié d'être venu et m'a rappelé que je n'étais pas en état d'arrestation, que c'était une conversation de collecte d'informations. Ces mots ne m'ont que légèrement apaisé. Il a commencé par des questions simples, mon nom complet, mon âge, mon titre de poste, où je vivais, à quelle fréquence je voyais mes parents. Puis il a demandé quand j'avais commencé à les aider financièrement. Je lui ai parlé de l'appel de papa en 2016, quand l'hypothèque était en retard et que les factures médicales s'accumulaient. J'ai dit que j'avais commencé par quelques mois d'aide et que c'était devenu quelque chose de régulier. Il m'a demandé de décrire « régulier ». Je lui ai dit que pendant des années, j'avais envoyé entre 3800 et 4200 $ chaque mois, parfois plus quand des imprévus survenaient. Ses sourcils se sont un peu levés en voyant les chiffres. Il m'a demandé si j'avais des documents. J'ai glissé le dossier vers lui. À l'intérieur se trouvaient des résumés imprimés et une clé USB avec des copies numériques. Il a pris son temps pour feuilleter les pages, ses yeux se déplaçant ligne par ligne. Il a demandé s'il y avait eu un accord formel. J'ai dit non. Il n'y avait pas de contrat, pas de promesse de remboursement. C'était de l'aide familiale. J'ai prononcé cette phrase doucement, entendant à quel point elle sonnait mince dans cette petite pièce. Il a hoché la tête, a pris une note sur son bloc, puis a posé des questions sur mon travail. Je lui ai dit que j'étais directrice de l'innovation produit chez Horizon Pay et que mes revenus étaient élevés sur le papier. Je lui ai aussi dit que je travaillais de 14 à 16 heures par jour la plupart du temps, y compris les week-ends, et que le stress n'était pas quelque chose que je souhaiterais à qui que ce soit. Je voulais qu'il comprenne que l'argent que mes parents considéraient comme facile ne tombait pas du ciel. Puis il a posé la question qui s'est logée dans mes os. Avais-je l'impression d'avoir jamais retenu des ressources dont ils avaient besoin pour les soins de base? L'air dans la pièce semblait très calme. J'ai pris un moment avant de répondre parce que je voulais que ma voix tienne. Je lui ai dit que je n'avais jamais refusé d'aider pour des choses comme les services publics, les frais médicaux ou l'hypothèque. Que quand je disais non, c'était pour des choses supplémentaires, des projets d'affaires, de nouvelles voitures quand les anciennes étaient encore fonctionnelles, des projets que ma sœur imaginait et qui n'avaient aucune structure. Je me suis entendu dire,
je me suis épuisé au travail pendant 8 ans pour les maintenir à l'aise. J'ai envoyé près de 400 000 $ pendant cette période sans rien demander par écrit, sans jamais être remboursé. Et la vérité, c'est que je n'ai aucune idée où une grande partie de cet argent est allée. Il a levé les yeux brusquement à cela. Il m'a demandé ce que je voulais dire. Alors, je lui ai parlé des demandes tard le soir, des urgences vagues, de l'email sur le téléphone de papa avec une confirmation d'investissement. Je lui ai parlé de Raymond qui m'appelait, des captures d'écran du portail suspect, de ma conversation avec maman où elle disait que j'essayais de gâcher quelque chose de bon pour papa. Il n'interrompait pas souvent. Quand il le faisait, c'était pour demander des dates, des montants, des noms. J'ai répondu aussi précisément que possible. Plus je parlais, plus tout cela semblait surréaliste. Une partie de moi était dans cette chaise, regardant sa main se déplacer sur la page. Une partie de moi flottait quelque part au-dessus de nous, regardant une femme qui avait porté trop de poids pendant trop longtemps. Après que j'ai fini, il s'est un peu reculé et m'a étudié. Il a dit que le rapport initial de mon père peignait un tableau très différent. Dans cette version, j'avais coupé tout soutien sans avertissement, gardé le contrôle de compte qui leur appartenait et laissé les mots piquer même si je savais qu'ils n'étaient pas vrais. Je lui ai dit que la seule chose que j'avais coupée, c'était moi-même, que j'avais bloqué leur numéro après que mon propre père m'ait dit que payer les factures ne faisait pas de moi une famille. J'ai dit que je n'avais touché à aucun compte à leur nom. J'avais simplement quitté le rôle dans lequel on m'avait forcé. Il a hoché la tête lentement. Quelque chose dans son expression a changé, un petit resserrement autour de ses yeux. Il a dit que j'avais fourni beaucoup d'informations qui ne correspondaient pas au récit qu'on lui avait donné. Il m'a dit qu'il y avait déjà eu une plainte d'une autre partie, Raymond Cole, concernant un investissement frauduleux suspect lié de manière vague à mon père. Et maintenant, avec mes dossiers, il y avait de nouveaux schémas à examiner. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Le bourdonnement du ventilateur semblait étrangement fort. Il a tapé une fois son stylo sur le bloc, puis l'a posé. Il a dit qu'il allait garder ma documentation et la comparer soigneusement avec les autres dossiers de l'affaire. Il pourrait avoir besoin de me poser d'autres questions plus tard, mais pour l'instant, il en avait assez pour avancer. Il m'a remercié pour ma coopération et a dit qu'il comprenait que cela ne devait pas être facile. Quand il s'est levé, je l'ai fait aussi. Mes jambes semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Il a ouvert la porte et m'a raccompagné dans le couloir, passant devant des bureaux, des tableaux d'affichage et une machine à café qui sentait le brûler. À la réception, il m'a dit que j'étais libre de partir et que je ne devais pas contacter mon père au sujet de cette conversation pour le moment. Il valait mieux laisser le processus se dérouler. Dehors, l'air d'hiver m'a enveloppé, fin et mordant. J'ai marché jusqu'à ma voiture avec le genre de pas prudent que l'on fait après une chute, quand votre corps n'est pas encore sûr de ce qui est cassé. Je suis resté assise derrière le volant pendant un long moment avant de démarrer le moteur. Mes mains tremblaient. Une partie de moi voulait croire que l'officier avait vu la vérité, qu'il comprenait que je n'étais pas le méchant dans cette histoire. Une autre partie de moi ne pouvait pas dépasser le fait que mon père m'avait mise dans une position où je devais me défendre devant les forces de l'ordre. Alors que je quittais le parking, mon téléphone a vibré avec un nouveau message. Je ne l'ai pas regardé. J'ai gardé les yeux sur la route et mes pensées sur le dossier qui se trouvait maintenant dans une salle décellée quelque part, remplie d'années de virements, de messages et de sacrifices silencieux. Pour la première fois, je ne me demandais pas seulement où mon argent était allé. Je me demandais qui mon père avait choisi de devenir. J'ai conduit jusqu'à la maison avec cette question tournant dans ma tête et elle m'a suivi pendant les 2 jours suivants comme une ombre que je ne pouvais pas secouer. Le 3e matin, mes nerfs étaient assez à vif pour que le son de la notification de mon email fasse se tordre mon estomac. C'était de l'officier Holloway. Il me demandait de confirmer quelques dates concernant des virements que j'avais effectués en 2022 et 2023. C'était de petites demandes, faciles à répondre, mais la précision de ces questions m'a dit que quelque chose avait changé de son côté. Plus tard dans l'après-midi, il a appelé. Sa voix était stable, mais portait un nouveau poids, comme si le puzzle qu'il étudiait s'était enfin mis en place. Il a dit qu'il avait comparé les relevés que j'avais fournis avec la plainte déposée par Raymond Cole. Il a également mentionné une deuxième plainte qui avait récemment été transmise à leur division, sans me donner de nom. Il a dit que les deux impliquaient le même portail d'investissement que papa m'avait montré et que les calendriers et les montants se chevauchaient presque parfaitement avec les virements que j'avais faits à mes parents. L'argent quitte mon compte, va sur le compte de mes parents, puis sur le portail lié à l'arnaque.
Après cela, de petits paiements de commission revenaient à papa. L'entendre énoncer clairement a fait se serrer quelque chose dans ma poitrine. Je n'avais pas été paranoïaque ou je n'avais pas trop réfléchi. Le schéma était là, indéniable, a-t-il dit. L'unité avait maintenant des soupçons raisonnables pour étendre l'enquête. Il devait interroger mon père en personne, vérifier ses déclarations et documenter toute incohérence. J'ai ressenti une vive douleur dans les côtes au mot « incohérence ». Je savais exactement à quoi elles allaient ressembler. Le lendemain matin, j'étais assise dans ma voiture devant mon bureau, mon téléphone sur le siège passager. J'étais censé préparer une présentation de stratégie, mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était qu'Holloway était en route pour Cedar Falls. Je l'imaginais se garer devant la maison à 2 niveaux que j'avais vu mes parents repeindre plus de fois qu'ils ne l'entretenaient réellement. J'imaginais papa sortant sur le porche avec cette mèche courte qu'il avait appris à faire passer pour de la confiance. En milieu de journée, mon téléphone a vibré avec une seule ligne de Holloway. Contact établi. Je vous tiens au courant plus tard. Mes mains sont devenues froides. Je pouvais imaginer la scène comme si une caméra se déplaçait à travers leur porte à ce moment précis. Il m'a raconté plus tard ce qui s'était passé, mais même en le décrivant, je pouvais le voir clairement. Il s'est arrêté devant la maison, a remonté l'allée, avant qu'il ne frappe, la porte s'est ouverte. David se tenait là comme s'il avait attendu pour jouer le rôle de la victime. Il a bombé le torse et a dit quelque chose d'assez fort pour que les voisins l'entendent. Probablement qu'il était heureux que quelqu'un prenne enfin sa plainte au sérieux. Probablement que les filles de nos jours n'avaient aucun respect. Mais quoi qu'il ait attendu, ce n'est pas ce qui est arrivé ensuite. Holloway s'est identifié et a demandé s'il pouvait entrer pour poser quelques questions concernant l'activité financière. Adam l'a fait entrer avec une autorité exagérée, regardant autour de lui comme s'il attendait que d'autres officiers apparaissent derrière lui. Maman était assise sur le causeuse, les mains jointes, sa posture tendue. Sabrina était perchée sur le bras du canapé, son expression alerte, prête à se joindre à la performance. Une fois à l'intérieur, Holloway a commencé par des questions générales, le genre qui semble inoffensif jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Depuis combien de temps mes parents recevaient-ils une aide financière de ma part? Papa a croisé les bras et a dit que je ne les avais jamais soutenus de manière constante, qu'il m'avait supplié de l'aider et qu'on lui avait refusé, que j'avais retenu ce qui lui appartenait. Il l'a dit clairement, comme s'il récitait des lignes qu'il avait répétées. Holloway a demandé s'il avait des registres de ses demandes ou de toute contribution qu'il prétendait que je lui devais. Les yeux de papa se sont rétrécis. Il a marmonné quelque chose sur le fait que les filles n'ont pas besoin de reçus pour bien traiter leurs parents. Sabrina est intervenue pour dire que je gagnais un demi-million de dollars par an et que je pouvais facilement me permettre d'aider si je m'en souciais. Holloway a noté cela puis a demandé à Sabrina si elle avait déjà remboursé une partie du soutien qu'elle avait reçu au fil des ans. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Puis elle a dit que c'était hors de propos. Il a demandé à papa d'expliquer les dépôts qui étaient entrés dans son compte depuis le mien. Adam a dit que ceci était rare et insuffisant. Puis Holloway a posé des questions sur les virements du compte de papa vers le portail d'investissement lié aux arnaques signalées par les voisins. L'ambiance dans la pièce a changé. Les sourcils de David ont tressailli. Il a ri nerveusement et a dit que c'était un malentendu. Il a dit qu'il n'avait mis que de petites sommes, qu'on lui avait dit que c'était une opportunité à haut rendement, et qu'il avait tout à fait le droit d'investir l'argent que sa fille refusait de fournir. Cela n'avait aucun sens, même en surface. Sabrina a essayé d'intervenir, disant qu'elle avait vu les chiffres de papa et que tout était légitime. Sa voix avait cette pointe familière, celle qu'elle utilisait quand elle voulait paraître plus intelligente qu'elle ne l'était. Holloway lui a demandé si elle avait aussi investi. Elle a hésité un très léger instant, puis a dit non, mais qu'elle avait prévu de le faire une fois que le prototype de son application serait terminé. Ça se délitait au ralenti. Plus ils essayaient d'expliquer, plus leur histoire devenait mince. Holloway a demandé à papa de clarifier pourquoi ces déclarations contredisaient les dossiers que j'avais soumis. Papa s'est agité, élevant la voix. Il a montré la porte comme si je pouvais y apparaître pour me défendre et a insisté sur le fait que j'avais retenu des fonds. Il a dit qu'il savait que je gagnais assez pour prendre soin d'eux correctement. Holloway lui a demandé à nouveau où l'argent que j'avais déjà envoyé était allé. Adam a répondu sèchement quelque chose sur les opportunités d'affaires et la protection de l'avenir de la famille. C'était presque la même réplique qu'il m'avait utilisée, mais cette fois, elle s'est effondrée sous le poids des preuves.
Il ne pouvait pas donner de date, ne pouvait pas expliquer les montants, ne pouvait pas concilier les paiements de commission qui étaient revenus sur son compte. Maman a finalement parlé. Sa voix était faible, mais il y avait un tremblement en dessous. Elle a demandé pourquoi l'officier avait mentionné d'autres personnes. Elle a demandé ce que les voisins avaient à voir avec tout ça. Quand Holloway a prononcé le nom de Raymond, elle a grimacé légèrement, comme si une fissure s'était ouverte dans les fondations sur lesquelles elle se tenait. Elle a demandé si c'était sérieux. Il lui a dit calmement que ça l'était. Le salon est devenu silencieux. Sabrina a regardé maman, puis l'officier, la confusion vacillant sur son visage. La mâchoire de papa s'est contractée. Et pour la première fois, il n'avait pas de réponse rapide prête. Sa confiance a chancelé. Holloway a fermé son carnet. Il a dit à papa qu'il devait sortir pour qu'il puisse parler en privé. Il a dit que la conversation impliquait des détails d'enquête en cours et qu'elle ne pouvait pas continuer en présence d'autres personnes. Pendant un moment, papa n'a pas bougé. Puis il s'est levé avec une raideur qui a tendu l'air dans la pièce. Il a marché vers la porte, chaque pas plus lourd que le précédent, comme s'il sentait le poids de l'examen minutieux qu'il avait enfin atteint. Quand la porte s'est refermée derrière eux, et que la froide lumière d'hiver s'est répandue sur le tapis, quelque chose a changé dans la maison de Maple Ridge Drive, l'histoire qu'il se racontait depuis des années ne tenait plus. Et qu'il l'admette à voix haute ou non, tout ce qui a suivi serait façonné par ce qui a été dit sur cette pelouse. Ce qui a été dit sur cette pelouse ne m'est pas parvenu en temps réel. Je ne me suis pas tenu derrière les rideaux pour regarder la scène se dérouler. Je l'ai reconstitué plus tard à partir de deux sources différentes, du rapport prudent que l'officier Holloway m'a donné, et de la version plus brute que ma tante Marlène a partagée lorsqu'elle a appelé ce soir-là, sa voix encore instable de ce qu'elle avait vu. L'après-midi où c'était arrivé, j'étais dans mon appartement à Columbus, assise à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable de travail ouvert, prétendant me concentrer sur une feuille de route de produits alors que mon esprit dérivait à une centaine de kilomètres de là. La lumière d'hiver dehors était faible et incolore. Je n'arrêtais pas de jeter un coup d'œil à mon téléphone, m'attendant à moitié à ce qu'il sonne avec un nouveau rebondissement. Quand il est resté silencieux, le silence semblait plus lourd, pas plus léger. À un moment donné, sans que je le sache, une voiture de patrouille et une berline banalisée se sont arrêtées devant la maison de mes parents sur Maple Ridge Drive. Les moteurs se sont coupés et le bruit des pneus sur la neige tassée s'est estompé. Des rideaux ont tressailli aux fenêtres voisines. Dans les petites villes comme Cedar Falls, une présence policière inattendue se propage dans une rue plus vite que n'importe quelle rumeur de vacances à l'intérieur de la maison. Maman et Sabrina étaient assises raidement sur le canapé où Holloway les avait laissées. La télévision était allumée mais le son était coupé. Les images d'un talk show de jour vacillaient sur leur visage. Quand la porte d'entrée s'est rouverte et qu'un air froid a balayé le couloir, elles se sont levées presque à l'unisson et se sont dirigées vers la fenêtre. Holloway et papa se tenaient sur l'allée. L'officier avait les mains détendues le long du corps. David avait les siennes fourrées dans les poches de sa veste, les épaules voûtées, le menton en avant de cette manière provocante que je connaissais trop bien. Les voisins d'en face, les Cole et les Harper, étaient sortis sur leur propre porche. Ils faisaient semblant d'ajuster des décorations, de brosser des rampes, mais tout le monde regardait. Holloway a parlé le premier, sa voix calme, mais portant. Il a dit à papa que, sur la base des dossiers financiers, des plaintes de deux ménages distincts et du schéma des virements, l'unité devait le traiter comme un sujet dans une enquête active. Il a utilisé le genre de langage mesuré qui vient avec la formation, mais le sens était assez clair pour que même des oreilles lointaines puissent comprendre. Puis il a prononcé les 4 mots qui allaient résonner dans cette impasse pendant des semaines. Vous faites l'objet d'une enquête. Il n'y a pas eu de menottes dramatiques à ce moment-là. Pas de cri de droit. Ce n'était pas une arrestation dans une émission de télévision. C'était quelque chose de plus calmé, à sa manière, de plus dur. C'était le dépouillement officiel de l'histoire que papa racontait sur le fait d'être la victime, selon ce qu'une voisine qui avait arrêté sa voiture juste à temps pour voir la scène a raconté. Papa est devenu pâle un instant. Puis son visage a viré au rouge profond. Il a pointé du doigt avec colère vers la maison, vers la fenêtre où il savait que maman et Sabrina se tenaient, et il a élevé la voix pour que la moitié du pâté de maison puisse l'entendre. C'est de votre faute, a-t-il dit à Holloway. Et par « votre », il voulait dire moi, même si je n'étais pas là. Ma fille a fait ça. Elle essaie de détruire cette famille depuis des années. Elle a déformé les choses. Elle m'a fait passer pour un criminel.
Entendre cela de seconde main me serrait encore l'estomac. Il ne lui suffisait pas de nier ses propres choix. Il avait besoin de me présenter comme la destructrice, la traîtresse, celle qui avait porté un coup de couteau à l'image qu'il voulait préserver. Holloway, d'après ce qu'il m'a dit plus tard, n'a pas bronché. Il a dit que quelle que soit l'histoire qui existait entre moi et ma famille, ce n'était pas son affaire. Ce qui importait, c'étaient les faits, et les faits, tels qu'il les voyait, peignaient un tableau très différent. Il a dit à papa que je ne lui devais, ni à maman, aucune obligation financière en vertu de la loi, que les enfants adultes dans ce pays ne sont pas tenus de subvenir aux besoins de leurs parents. Il a dit que j'avais fourni une documentation complète de soutien volontaire pendant de nombreuses années, sans aucun signe que j'ai jamais abusé de leur compte ou retenu leurs propres fonds. Il a également dit ceci, que ma responsabilité se terminait là où la sienne commençait. Que bien que je ne doive rien à papa, David avait la responsabilité de répondre de l'argent qu'il avait accepté de voisins et d'amis, de l'argent qu'il avait canalisé dans une structure d'investissement non autorisée avec des promesses de rendement triplé en 60 jours. De l'argent qui avait déjà disparu pour au moins 2 familles. Tante Marlène a dit qu'elle pouvait voir maman par la fenêtre quand ces mots ont porté jusqu'à l'allée. La main de maman a volé à sa bouche. Ses épaules se sont affaissées. Tout ce qu'elle s'était raconté sur le grand plan secret de papa s'est fissuré en plein milieu. Sabrina, debout à côté d'elle, a commencé à secouer la tête. Elle n'était pas au courant des commissions, a dit Marlène. Elle savait que papa était excité. Elle savait qu'il parlait de recruter quelques personnes, mais elle ne savait pas qu'à chaque fois que quelqu'un d'autre mettait de l'argent, un peu lui revenait, probablement marqué comme bonus de parrainage ou prime de performance ou un autre nom amical. Entendre les mots à voix haute, entendre que papa avait déjà été payé alors que d'autres perdaient leurs économies, a fait plier quelque chose en elle. Elle a poussé la porte d'entrée et est sortie sur le porche, criant que c'était un malentendu, que papa ne ferait jamais de mal à personne. Sa voix s'est brisée à mi-chemin. Holloway s'est tourné vers elle, son expression n'étant pas méchante. Il lui a dit fermement que cette conversation devait rester entre lui et son père, pour le moment. Il lui a suggéré doucement de rentrer à l'intérieur. Elle l'a fait, mais pas avant que ses yeux ne se remplissent de larmes. Marlène a dit que c'était la première fois qu'elle voyait Sabrina avoir l'air incertaine au sujet de papa. Papa a continué à parler, ses mots se bousculant. Il a dit qu'il avait essayé de construire quelque chose qui donnerait enfin à sa famille une vie confortable. Il a dit qu'il avait fait confiance aux mauvaises personnes, qu'il n'était qu'une autre victime. Il a essayé de rediriger le blâme pour brouiller les pistes. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait utilisé que ses propres fonds, que toute apparence de l'implication de mon argent était une coïncidence. Holloway a écouté. Puis il a fait référence à des dates et des montants exacts. Il a noté le virement de mon compte à celui de papa un jour, suivi du virement vers le compte d'investissement le lendemain. Il a mentionné les dépôts de commission qui sont revenus sur le compte de papa peu de temps après que de nouveaux participants aient rejoint. Il a dit que bien que certains détails soient encore en cours d'examen, le schéma était assez fort pour qu'il ne puisse pas l'ignorer. C'est à ce moment-là que la combativité a un peu quitté la posture de papa. Ses épaules se sont affaissées à peine. Sa bouche continuait de bouger, mais les mots ont commencé à perdre leur forme. Il ressemblait moins à un homme en contrôle qu'à quelqu'un qui essayait de s'accrocher à une histoire qui ne correspondait plus aux preuves. Maman est sortie sur le porche alors, les bras enroulés autour d'elle malgré le manteau qu'elle portait. Elle a demandé, la voix faible, si cela signifiait que papa pouvait aller en prison. Marlène a dit qu'elle n'avait jamais entendu maman avoir l'air si petite. Holloway n'a promis aucun résultat. Il lui a dit qu'il y aurait d'autres interrogatoires au commissariat, qu'ils avaient besoin d'une image plus claire du rôle de papa. Il a réitéré que l'enquête était en cours et qu'il déterminait encore s'il était principalement une victime, un participant actif, ou les deux. Les mots flottaient dans l'air froid. Victime, participant, les deux. Finalement, Holloway a dit à papa qu'ils allaient l'escorter au commissariat pour un entretien formel. Il l'a dit sur ce ton soigneusement neutre que les officiers utilisent lorsqu'ils veulent éviter que les choses ne dégénèrent. David a regardé autour de lui, observant les yeux des voisins, les rideaux à moitié tirés, la façon dont les Harper et les Cole avaient fait semblant de s'occuper en pelletant des trottoirs propres. Il a marmonné quelque chose sur le fait que c'était humiliant. Puis, comme s'il ne pouvait pas s'en empêcher, il a répété que c'était ma faute, ma trahison, mon choix de laver leur linge sale en public. Il a fait comme si je l'avais moi-même conduit à l'échafaud. Holloway n'a pas répondu à cette partie.
Lui et le second officier ont guidé papa vers la voiture banalisée. Ils ne l'ont pas touché brutalement, ne l'ont pas bousculé. Ils l'ont simplement accompagné sur le chemin qu'il avait lui-même tracé, pas à pas, au fil des mois et des années. La portière de la voiture s'est refermée avec un son doux et final. Les moteurs ont démarré. Les véhicules se sont éloignés lentement du trottoir. Derrière eux, la maison de Maple Ridge se tenait avec sa porte d'entrée encore légèrement entr'ouverte et sa couronne de travers, comme si quelqu'un l'avait saisie sans réfléchir. À l'intérieur, maman s'est assise sur la chaise la plus proche et a regardé ses mains. Sabrina faisait les 100 pas, puis s'arrêtait, puis recommençait. Le téléphone a commencé à vibrer avec des messages de parents et de voisins qui n'étaient pas aussi subtils qu'ils le pensaient. Au moment où tante Marlène m'a appelé ce soir-là, la nouvelle avait déjà voyagé plus loin que cette seule rue. Elle m'a raconté ce qu'elle avait vu, ses mots sortant en un mélange de colère et de chagrin. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle était désolée, qu'elle aurait dû parler plus tôt quand elle a vu à quel point je portais de poids. Quand j'ai raccroché, je suis restée assise dans le calme de ma propre cuisine, à des kilomètres de là, mais sentant soudain la fissure dans l'image de notre famille, comme si cela s'était produit dans la pièce avec moi. Pendant des années, nous avions été les Mercé, la famille stable au bout de Maple Ridge, avec le joli jardin et les parents travailleurs. Maintenant, cette image avait disparu. Ce que nous avions été pour la ville, pour la famille élargie, même pour nous-mêmes, avait changé. L'homme qui entrait autrefois dans cette maison en sentant l'huile de moteur et la fierté après de longues journées de travail était maintenant un nom dans un dossier de crimes économiques. La femme qui se disait que son mari était simplement stressé était maintenant aux prises avec la réalité qu'il avait pris de l'argent à des gens qui lui faisaient confiance. Et la fille qui avait versé ses gains pour les maintenir à flot était soudainement devenue autre chose aussi. Je n'étais plus simplement la pourvoyeuse en arrière-plan. J'étais devenu le témoin dont la vérité avait aidé à lever le voile. À la fin de cette journée, les Mercé n'étaient pas seulement une famille en difficulté. Nous étions une histoire que les gens racontaient à voix basse aux tables de cuisine de tous Cedar Falls. Une histoire d'argent, de fierté et de ce qui se passe quand les mensonges rencontrent enfin la lumière. L'histoire s'est répandue à travers Cedar Falls plus vite que je ne l'aurais jamais imaginé. Au moment où le soleil s'est levé le lendemain matin, mon nom de famille était déjà devenu une sorte de mise en garde murmurée. Un avertissement. Je ne savais rien de tout cela en me réveillant dans mon appartement à Columbus, mais je sentais une lourdeur inhabituelle dans ma poitrine, comme si quelque chose avait été enlevé et laissé vide. Plus tard dans l'après-midi, alors que je triais les retours sur les produits sur mon comptoir de cuisine, une notification par email est apparue de l'unité des crimes économiques. Mon souffle s'est coupé quand j'ai vu le nom de l'officier Holloway. Je l'ai ouvert immédiatement. Son message était concis, écrit sur un ton qui semblait presque doux. Il confirmait qu'après examen de tous les dossiers financiers, déclarations et entretiens, je n'étais pas considéré comme un sujet dans l'affaire. J'étais officiellement classé comme une partie non impliquée, et plus spécifiquement comme quelqu'un qui avait été financièrement manipulé par un membre de sa famille. Mes yeux se sont brouillés à la dernière partie. C'était une chose de savoir au fond de moi que j'avais été utilisé. C'en était une autre de le voir écrit par un enquêteur qui n'avait aucune raison d'adoucir la vérité. J'ai lu l'email 2 fois avant de fermer mon ordinateur portable, de presser mes paumes contre la surface fraîche et de laisser échapper un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis 8 ans. Mais le soulagement est un sentiment étrange. Il n'arrive pas proprement. Il vient mêlé de chagrin, de colère, de culpabilité, et d'une sorte d'engourdissement auquel on ne s'attend pas. Je savais que j'avais besoin d'aide pour donner un sens à tout cela. Alors cette semaine-là, j'ai pris mon premier rendez-vous de thérapie. J'ai trouvé une conseillère nommée Lynn qui avait le genre de voix chaude et stable qui facilitait la sortie des mots de endroit que j'avais gardés sous clé. Elle a écouté pendant que j'expliquais les années de soutien, l'épuisement, la pression, la culpabilité. Elle a hoché la tête quand j'ai décrit comment l'amour s'était lentement transformé en obligation jusqu'à ce que je ne puisse plus faire la différence. Lors de notre 3e séance, elle a dit quelque chose qui m'est resté. Elle m'a dit que les schémas de survie ressemblent souvent à de la générosité, que lorsque les enfants endossent le rôle émotionnel que leurs parents abandonnent, ils commencent à croire que l'amour doit être gagné par le sacrifice. Je suis resté avec ça pendant un long moment, fixant le mouchoir dans ma main, réalisant que pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, je n'avais pas donné librement. J'avais payé pour une place à une table qui n'avait jamais eu de place pour moi. Cette prise de conscience a facilité le début de la mise en place de limites, bien que,
plus facile, ne signifiait pas, sans douleur. Sabrina m'a appelé 4 fois en une soirée. Le premier message vocal était frénétique, sa voix tremblante. Elle a dit qu'elle n'avait jamais voulu me faire de mal, que tout avait dérapé, que papa était juste dépassé. Elle a dit que je leur manquais à tous et qu'ils avaient besoin de mon retour. Le deuxième message vocal était plus sec, comme si elle s'était convaincue en ces quelques minutes qu'elle était la victime. Elle m'a accusé d'abandonner la famille quand ils avaient besoin de stabilité. Le troisième était à nouveau en larmes. Le quatrième était presque silencieux. Je n'en ai gardé aucun. Maman a envoyé des messages, courts au début, puis plus longs. Elle a dit qu'elle était désolée que j'ai été entraînée dans l'enquête. Elle a dit qu'elle ne savait pas à quel point les choses s'étaient aggravées. Elle a dit qu'elle avait besoin de sa fille. Pendant un instant, j'ai failli répondre, le vieil instinct de réparer les choses tirant sur ma main. Mais ensuite je me suis souvenu des mots de Lynn, je me suis souvenu des 8 années passées à m'épuiser pour maintenir à flot un navire qui coulait. Et j'ai posé mon téléphone face contre la table. Une certaine culpabilité persistait. Je pouvais la sentir serrer ma poitrine de temps en temps, comme un réflexe que je n'avais pas encore désappris. Mais pour la première fois, je l'ai vue clairement pour ce qu'elle était, une chaîne. Et si une chaîne peut être reconnue, elle peut être coupée. À peu près au même moment où j'ai commencé la thérapie, je me suis forcé à réintégrer le monde en dehors du travail. Un vendredi soir, j'ai assisté à un mixé de réseautage fintech à Chicago, quelque chose que j'évitais normalement car cela ressemblait plus à une corvée qu'à une pause. Cette fois, je me suis dit que j'en avais besoin, pas pour ma carrière, mais pour mon humanité. La salle bourdonnait de conversations et de tintements de verre. Les gens de la tech ont tendance à parler vite, comme si les idées pouvaient s'évaporer si elles n'étaient pas partagées rapidement. J'ai dérivé à travers de petits groupes, écoutant à moitié des discussions sur les structures de paiement émergentes et les mises à jour réglementaires jusqu'à ce que quelqu'un s'approche de moi avec un sourire tranquille. Il s'est présenté comme Michael Tate. Il a dit qu'il m'avait entendu parler à une conférence l'année dernière et qu'il espérait avoir une chance de me rencontrer. Sa voix était calme, stable, pas pressée. Sa présence était comme sortir d'un couloir bondé pour entrer à l'air libre. Nous avons parlé de travail, mais aussi de stress, d'épuisement professionnel, de longues heures, et de la bizarrerie de se sentir réussi sur le papier tout en étant épuisé jusqu'à l'os. Il n'y avait aucune pression dans la conversation, aucun angle, aucune attente, juste une sorte de gentillesse dont je n'avais pas réalisé que j'avais été privé. À un moment donné, il a dit qu'il admirait ma détermination, mais qu'il espérait que je prenais aussi du temps pour moi. Les mots étaient simples, mais quelque chose en moi s'est relâché en les entendant. Cela faisait si longtemps que personne ne se souciait de mon bien-être plutôt que de ma disponibilité. Quand l'événement s'est terminé, il m'a demandé s'il pouvait me raccompagner. Nous sommes sortis dans la nuit froide de Chicago, nos souffles visibles dans l'air, et il a tenu la porte sans que cela ne ressemble à une déclaration. Pendant un instant, je me suis demandé si c'était ça que l'on ressentait quand on ne porte pas le poids des besoins de tout le monde, quand on existe simplement dans un moment qui nous appartient. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai senti un changement silencieux à l'intérieur. Rien de dramatique, rien de cinématographique, juste une prise de conscience lente et régulière que je n'avais pas à rester une extension de la crise de quelqu'un d'autre. Je pouvais être une personne avec ses propres besoins, sa propre vie, ses propres limites. Et une fois que j'ai su ça, j'ai aussi su autre chose. Je ne retournerai jamais être le distributeur automatique silencieux de la famille Mercé. J'avais quitté ce rôle le jour où j'avais bloqué leur numéro. Mais maintenant, j'entrais dans quelque chose d'encore plus important. Une vie qui était enfin la mienne. La neige tombait devant la fenêtre de mon appartement le matin où le calendrier est passé à la 2e semaine de janvier. Des flocons doux et réguliers passaient devant la vitre, fondant sur le rebord avant de pouvoir s'accumuler. Columbus avait l'air feutré et paisible sous cette lumière. J'ai été frappé de voir depuis combien de temps l'hiver ne m'avait pas paru aussi paisible. Les 8 dernières années de vacances avaient porté une sorte de poids qui s'installait sur mes épaules bien avant que la saison n'arrive. Cette fois, le poids avait disparu, remplacé par quelque chose de calme et d'immobile, comme la pause après une profonde inspiration. J'étais assise à ma table de salle à manger avec une tasse de thé quand la notification de mon email a retenti. Pendant un instant, ma poitrine s'est serrée. Même après la dernière mise à jour de Holloway me innocentant, une partie de moi se crispait encore chaque fois que son nom apparaissait. J'ai ouvert le message quand même.
Son ton était aussi stable que toujours. Il expliquait que l'enquête s'étendait maintenant à l'aspect recrutement de l'arnaque, que d'autres plaintes avaient été déposées et que papa pourrait être tenu responsable pour avoir sollicité des participants, même s'il avait initialement cru que l'investissement était légitime. La formulation était prudente, mais le sens était clair. Les choses ne se résolvaient pas tranquillement pour lui. J'ai lu l'email 2 fois, laissant la réalité s'installer. Il n'y avait aucun soulagement à savoir que mon père pourrait faire face à des conséquences. Pas dans le sens auquel les gens s'attendent souvent. Ce que j'ai ressenti à la place, c'est de la clarté. Pendant des années, j'avais été prise dans l'illusion que si je faisais plus, donnais plus, aimais plus, il me choisirait. Cette illusion s'était brisée au moment où il m'avait transformé en suspecte pour se protéger. Et maintenant, en voyant la vérité se dérouler par les voies officielles, j'ai senti quelque chose se soulever en moi. Pas de la joie, pas de triomphe, juste l'absence de fardeau. J'ai fermé doucement l'ordinateur portable et j'ai posé mes mains sur la table. L'appartement était chaud, calme, habité. Ma maison, pas une station-service entre les crises, pas un coffre-fort pour les urgences de ma famille, juste un espace qui ne contenait que ce que je choisissais d'y laisser entrer. Mon téléphone a vibré. Pendant une fraction de seconde, je me suis demandé si ce serait un autre numéro inconnu que je devrais éviter. Mais quand j'ai jeté un coup d'œil, le nom de Michael s'est allumé sur l'écran. J'ai répondu avec un sourire que je n'ai pas eu à forcer. Sa voix était chaude, ce calme facile qu'il portait si naturellement. Il a dit qu'il passait par Columbus plus tard dans la soirée et se demandait si je voudrais dîner, quelque part de calme, quelque part sans bavardage d'affaires ou bruit de vacances. Il y a quelques mois, j'aurais hésité, pensant aux horaires, aux responsabilités, aux obligations qui attendaient aux confins de ma vie. Cette fois, la réponse est venue facilement. J'ai dit, oui, j'aimerais beaucoup ça. Il a ri doucement et m'a dit qu'il connaissait un endroit près de la rivière avec un bon éclairage et des chaises terribles, mais une excellente nourriture. Puis il a dit qu'il était heureux d'entendre ma voix sonner plus légère. Quand l'appel s'est terminé, j'ai gardé le téléphone un moment, comme si la chaleur de sa voix persistait dans l'appareil lui-même. J'ai posé le téléphone et j'ai remarqué l'icône de la liste de blocage qui brillait faiblement dans le coin supérieur de l'écran. J'ai tapé dessus par instinct. Les noms étaient toujours là. Maman, papa, Sabrina. Une rangée de numéros qui sonnaient autrefois si urgemment que j'aurais laissé tomber tout ce que je faisais pour répondre. Les regarder maintenant, c'était comme regarder un chapitre dans un livre que j'avais finalement refermé. Pas avec colère, pas avec regret, juste avec compréhension. J'ai pensé à en débloquer un. L'idée m'a traversé l'esprit rapidement, comme le font les vieilles habitudes. Mais ensuite, je me suis souvenu de ce matin de Noël. Je me souviens de la voix de papa me disant que payer les factures ne m'achetait pas une place dans la famille. Je me souviens de maman qui murmurait que je devais arrêter d'envier ma sœur. Je me souviens de l'air froid sur mon visage alors que je sortais par la porte, ma fierté tenant par des fils. Et je me souviens du moment, à peine quelques minutes plus tard, où ma main a cessé de trembler assez longtemps pour que j'appuie sur « bloquer ». À l'époque, cela ressemblait à un réflexe de survie. Maintenant, cela ressemblait à un choix, une limite, un début. J'ai posé le téléphone et je suis allé à la fenêtre. La neige tombait toujours, plus épaisse maintenant, dérivant en lente spirale. Le monde extérieur semblait doux, intact, comme si quelqu'un avait posé une couverture sur toute la ville. J'ai respiré profondément, laissant le calme s'installer en moi. Pour la première fois depuis longtemps, ma vie me semblait être la mienne. Mon travail, mon temps, mon cœur, mon avenir, non liés à la crise, à la déception ou aux besoins de quelqu'un d'autre. J'ai pensé aux années que j'ai passées à croire que l'amour signifiait sauver tout le monde sauf moi-même. J'ai pensé à l'épuisement qui venait de donner sans recevoir une seule once de grâce en retour. Et j'ai pensé au moment où j'ai finalement quitté la table où j'avais passé si longtemps à essayer de prouver que je méritais une place. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me choisir. Je suis retourné à la table de la salle à manger, j'ai attrapé mon manteau et je me suis préparé à rencontrer quelqu'un qui me voyait comme une personne plutôt que comme une ressource. Quelqu'un qui demandait comment j'allais avant de demander ce que je pouvais faire. C'était étrange, mais bon, comme le premier jour chaud après un long hiver. Avant de partir, j'ai jeté un dernier coup d'œil à mon téléphone. Les numéros bloqués scintillaient faiblement dans le reflet de l'écran. J'ai souri, simple et certaine.
J'avais bloqué les numéros de mes parents à Noël et depuis ce jour, je n'avais jamais regardé en arrière. Si on vous a déjà dit que vous étiez trop ou pas assez pour votre propre famille, souvenez-vous de ceci. Le silence peut être un pouvoir et la vérité peut être la plus bruyante des vengeances. Dites-moi dans les commentaires ce que l'intégrité signifie pour vous et d'où vous m'écoutez.